Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier live Capgemini. Les femmes sont à l'honneur ce soir. Cette soirée s'intitule Les femmes actrices du changement, de la conviction à l'action. Nous allons explorer le sujet de l'évolution des carrières des femmes comme vecteur de changement et de performance pour les entreprises. Nous aurons également le grand plaisir d'accueillir une femme qui a écouté sa passion et ses aspirations à vivre sa propre aventure dans un univers qui a été longtemps très masculin. Nous accueillerons Nina Métayer, première femme élue meilleure pâtissière du monde. Elle nous partagera son expérience. Et nous abordons tout de suite notre première thématique, la diversité femmes-hommes dans le leadership. Bonsoir à vous. Merci d'être à nos côtés. Je vous présente Sophie Yannikopoulos, vous êtes directrice générale d'Adobe France. Valérie Masson, vous êtes executive sponsor Women at Capgemini, une de vos activités chez Capgemini. Jean-Dominique Trouillard, vous êtes directeur DCX de Capgemini en France. Alors, je vous donne quelques chiffres comme ça pour faire réagir. Des femmes au CAC 40, il y a 3 dirigeantes. Des femmes dirigeantes dans le SBF 120, donc les 120 entreprises cotées sur le marché européen, elles sont moins de 10% donc de dirigeantes. Et en France, il y a 46% de femmes dans les comités d'administration, dans les conseils d'administration, dans le CAC 40. Ça veut dire qu'on progresse grâce à la loi. Et puis une dernière donnée aussi, les entreprises dirigées par des équipes mixtes ont 21% de chances supplémentaires d'être plus performantes. Une fois qu'on a dit ça, pour démarrer, je voudrais savoir si pour vous trois, l'objectif de mixité dans le leadership est une évidence. Sophie Yannikopoulos. Alors, je vais commencer par représenter finalement l'entreprise américaine, puisqu'Adobe est une entreprise américaine. Et oui, pour les entreprises américaines, c'est devenu une évidence, puisque je pense qu'ils ont commencé le travail avant. Et puis finalement, le phénomène de communauté qui existe aux États-Unis, beaucoup plus puissant qu'ici en France, a fait que c'est un sujet qui est devenu une évidence. Ouais. Pour autant, Adobe France, est-ce que vous en êtes à quel niveau d'objectif de parité? Alors, il y a 2 parités qu'on mesure. Il y a le nombre de femmes. Donc, en France, il y a 35% de femmes dans les employés. On est 550 en France. Et il y a 30% de femmes qui occupent des fonctions de management et de direction. Et donc, ça reste un objectif d'atteindre le même niveau qu'aux États-Unis? Ça reste un objectif de continuer à croître. Donc, on a bien, non pas un quota, mais un objectif d'arriver à augmenter et à être plutôt à 36% de femmes dans toutes les fonctions et d'augmenter et de passer à 33% dans les fonctions de direction. Valérie Masson, la mixité, évidemment, c'est un de vos sujets. Voilà, c'est une évidence pour vous. Oui, c'est une évidence pour une raison toute simple, c'est que la mixité de genre et toutes les diversités de manière générale, quand on est un leader en 2024, c'est ce qui fait les meilleures équipes. Et chez Capgemini, nous, notre valeur, c'est d'apporter de l'innovation, de la disruption, du changement chez nos clients. Donc pour ça, il faut qu'on ait un collectif riche de plein de talents qui viennent chacun et qui regardent le monde de manière différente pour que du coup on soit encore plus performant. Donc j'adhère complètement à ton sujet de la performance, à ce sujet. Jean-Dominique Trouillard, alors est-ce que cet objectif de mixité vous parle? Je vais prendre le contre-pied. Oui, c'est une évidence dans l'objectif. Je pense qu'il ne faut pas penser que c'est évident au sens simple. Donc c'est un combat, je pense, en tout cas une action qu'on doit tous porter à nos niveaux, au niveau de direction, dans le leadership, pour que ça devienne une évidence dans les faits. Je pense qu'il faut surtout garder ça en tête parce que ce n'est pas si simple que ça. Aux États-Unis, c'est un état d'esprit, une culture. En France, les quotas ont beaucoup aidé, et pas seulement en France, en Europe d'une manière générale. Qu'est-ce que vous pensez des quotas, vous? Est-ce qu'au début, on a tous un peu grincé des dents, et puis finalement? Je crois que j'ai fait comme tout le monde, dans notre génération en tout cas. Quand en 2014-2015, on a commencé à parler des quotas, j'étais contre, en disant on n'a pas besoin d'un quota pour faire progresser les femmes dans leur carrière. Parce que vous trouvez ça dégradant? Je trouvais ça dégradant, je trouvais qu'on n'en avait pas besoin, que finalement la société allait évoluer sans ces quotas. Et puis en évoluant dans ma carrière, en passant du côté contributeur individuel, c'est-à-dire sans avoir de fonction de management, et puis quand j'ai commencé à devenir un manager de personnes, je me suis rendu compte que non, c'était nécessaire, qu'on pouvait parler d'intention, de quotas, d'objectifs. Il y a plusieurs façons de le nommer, mais que c'était essentiel pour progresser, oui.
Valérie Masson, la loi aide, La loi aide nécessairement. surtout en France. Aussi en France, absolument, et peut-être culturellement, ça nous a aidés. Alors, on ne fait pas ça que sous la contrainte. Chez Capgemini, on est plus ambitieux que la loi. Pour autant, je citerai Christine Lagarde qui disait les quotas, c'est le système le moins satisfaisant et pour les hommes et pour les femmes. Pour autant, ce qui est important de savoir, c'est que ces quotas sont là pour mettre des femmes dans les listes qui vont être proposées à la promotion. Mais après, tout le monde suit le même processus. Donc, c'est bien la compétence qui parle. Mais par contre, le fait d'avoir un quota qui nous permette d'exposer des femmes, ça permet de rompre cette habitude de promouvoir ceux qu'on connaît bien. Donc, quand on est un homme, plutôt des hommes, et quand on est des femmes, plutôt des femmes. Est-ce que ça faisait sourire les hommes, cette histoire de quota de femmes? Non, mais pardon, vous êtes l'homme, Jean-Dominique Trouillard, ici, donc je vous pose. C'est une question de perception. Oui. Non, mais c'est une perception, parce qu'on peut considérer que c'est rasoir ou que ce sera défavorable aux hommes. Donc, moi, à titre personnel, j'ai toujours été pour. Je pense qu'il faut donner un coup de pouce. On parlait tout à l'heure d'évidence. Je pense que sans ce coup de pouce, ça ne le sera pas, en tout cas une évidence. Donc, autant se mettre dans la cible. Après, pour répondre à votre question, ça grince quand, par rapport à ces quotas, on est obligé d'expliquer à des collaborateurs masculins qui ne seront peut-être pas dans la liste parce qu'il n'y a pas l'équivalent en proportion côté femmes. Donc, oui, ça grince. Ils n'ont qu'à être meilleurs de la liste masculine. En fait, non. Ce qui se passe, c'est que c'est à nous, et je pense que c'est ça l'intérêt aussi des quotas, de nous mettre sous système de contraintes. Ça nous oblige à être performants. C'est les systèmes sous contraintes qui sont les plus performants. Donc, ça nous oblige à nous de nous mettre en position d'avoir plus de femmes et en ricochet, d'être plus exigeants probablement avec les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, pour qu'elles aussi nous aident, parce qu'on est aussi dépendant du bassin d'emploi. Absolument. Depuis vos positions, est-ce que vous avez pu mesurer la valeur ajoutée de la mixité, de la diversité dans les organisations? Tout à fait. On a des clients qui nous ressemblent. Ça veut dire qu'il y a 25 ans, on pouvait passer 2 heures autour d'un déjeuner entre hommes pour faire un deal, pour signer un projet. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, il n'y a plus de déjeuner qui dure 2 heures ou 2 heures et demie entre hommes. On a des clients qui nous ressemblent. Ça veut dire que si on arrive en tant que Capgemini ou Adobe avec 5-6 hommes en face d'une équipe chez un client où il va y avoir 4 femmes et 2 hommes, il y a un problème. Donc en fait, il faut qu'on s'aligne au monde qui change et qu'on s'adapte à ce monde qui change. Donc nos clients changent, les interlocuteurs qu'on a aujourd'hui changent. Et donc l'idée, c'est qu'on leur ressemble. On parle beaucoup de centricité client, ça veut dire être proche de nos clients, être proche de ceux qui sont, pour mieux les entendre, pour mieux les comprendre. Je pense que ça parle pas mal à Capgemini. Et donc forcément, tout ça, c'est très divers. C'est pas que divers en termes de hommes-femmes, c'est divers en termes de profil. On a des personnes qui sont plutôt introverties, des personnes qui sont plutôt très extraverties. Et en fait, c'est cet ensemble qui fonctionne. Et c'est ça la société d'aujourd'hui. Donc on doit nous-mêmes être représentatifs de la société d'aujourd'hui. Même question, Valérie Masson. Complètement en phase. On doit ressembler à nos clients, sinon on sera sanctionné, très clairement. Et puis aussi, je dirais qu'on apprend peut-être, en prenant le pouvoir de ces dernières années, les femmes à réseauter entre femmes, clients, partenaires, à faire des réseaux qui sont des réseaux de soutien, de sororité, qui nous permettent aussi de nous faire la courte échelle, et aussi avec les hommes, évidemment. On n'est jamais contre, on est toujours avec. Mais oui, évidemment, on le voit et ça change. Dans les organisations, la valeur ajoutée, au fond, c'est la complémentarité des intelligences, des approches, des visions, des points de vue. Est-ce que vous l'avez éprouvé? Je prends la question? Oui, si vous voulez. Oui, mais ça rejoint ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire qu'on doit ressembler à nos clients, on doit ressembler aux clients de nos clients. Donc, mais là, je voulais savoir dans les organisations, c'est-à-dire dans le travail, au quotidien. Mais ça vient avec, en fait. C'est-à-dire qu'on doit représenter aussi au sein de nos équipes cette diversité de réflexion, d'ouverture. Et on en reparlera, je pense, tout à l'heure à la prochaine table ronde sur les biais. Donc, plus on est nombreux et dans cette diversité, plus on apporte, je pense, de la valeur et de la pertinence dans ce qu'on va apporter à nos clients. La monoculture, quelle qu'elle soit, tue l'imagination. Donc, dès lors qu'on assemble les talents, on se parle différemment, on se regarde différemment, on peut interjecter des idées qui peuvent s'enrichir les unes aux autres. Et si on pense tous la même chose, on ne s'enrichit pas, en fait. C'est ça la question. Et toutes les diversités, background académique, orientation sexuelle, genre, opinion politique, religion, toutes les diversités font que ce collectif, il s'enrichit et se nourrit.
Et donc aujourd'hui, pardon, vous voulez Oui, non, commenter? je voulais juste rebondir qu'effectivement, même au niveau performance de l'organisation, puisque c'était votre question, au niveau, par exemple, du comité de direction d'Adobe France, on a une parité parfaite. On voit bien que c'est pas la même énergie, en fait. Une énergie qui est à parité, et pas que de genre, ça apporte en fait une créativité, ça enlève le statu quo, ça permet de mettre, comme disent les Américains, l'éléphant sur la table, sans biais, sans peur. En fait, il y a des choses qui se passent. On entend dire que la communication est plus fluide, par exemple, à l'extérieur, aussi en interne. On entend dire que dans certaines situations, il y a moins d'agressivité. Est-ce que vous le confirmez? Tout à fait. Il y a Donc, il peut y avoir des sujets chauds, mais toujours, je trouve que moi, ce que je dis souvent, c'est que je trouve que l'énergie d'une réunion de direction qui est mixte, et mixte dans les profils, elle est toujours très différente. Vous confirmez? Oui, je trouve que même avoir des femmes, en tout cas en parité, c'est aussi l'opportunité pour les hommes d'être eux-mêmes. Parce que dans un modèle où on n'a que des hommes, dans ce modèle je sais pas comment on dit, sous testostérone, je pense que même nous, hommes, on doit rentrer dans ce modèle-là, dans ce diktat du plus fort, de celui qui parle le plus fort et qui a forcément raison. Et je pense que d'apporter cette diversité, ça permet aussi, nous, hommes, de nous exprimer dans nos sensibilités, subtilités. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir maintenant ce que vous mettez en place effectivement pour accueillir les femmes et pour leur permettre d'évoluer dans leur carrière. Quand nous avons discuté, Sophie Yannikopoulos, vous disiez qu'il faut réserver un bon accueil aux femmes parce que ce n'est pas le tout, effectivement, de les recruter, mais ensuite, dans quel contexte vont-elles évoluer? Et pour vous, ça, c'était un point majeur. Oui, parce qu'en fait, il faut les recruter, mais on disait aussi que c'est jamais terminé, puisqu'on voit aussi beaucoup de femmes qui ne restent pas. Et qui ne restent pas parce qu'elles ne se sentent pas accueillies. Alors quand je dis accueillies, c'est aussi qu'elles ne sentent pas qu'on leur fait une place, pour leur singularité, pour leur créativité, pour leur côté sensible. Et en fait, tout ça, c'est très important. Et donc, il y a les accueillir, leur faire une place de femme, et pas d'hommes déguisés en femmes, c'est très différent. Et après, le deuxième point, c'est les formations qu'on va leur mettre à disposition. On en a évoqué 3 ensemble. Une qui est autour du marketing de soi, qui concerne tout le monde, et pas que les femmes. Mais souvent, les femmes ont besoin de travailler leur marketing de soi pour prendre confiance en elles, qui concerne toutes les collaboratrices. Puis après, il y a des formations pour les fonctions commerciales. C'est encore un autre type de formation pour les femmes, pour justement leur donner confiance aussi, leur donner des accès à des réseaux, pour leur donner des codes qui vont les aider quand elles ne connaissent pas bien le monde de la tech en particulier, où on est plein de codes, plein de jargon qui peuvent faire peur au départ. Et puis le troisième, c'est vraiment pour aider les femmes à accéder à des fonctions de direction, où là, il y a effectivement des formations qui sont très prestigieuses, qui donnent envie aux femmes de continuer et de continuer à être ambitieuses. Vous deux, avez-vous déjà été confrontés à une situation où vous vous êtes dit l'environnement ne m'est pas favorable, je ne peux pas rester ou je ne peux pas changer tout. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une fois, d'un côté, la part de l'entreprise, il y a l'individu, mais il y a aussi la part de l'entreprise. Est-ce que ça arrive encore? Oui, moi, ça m'est arrivé il y a quelques années. Et en fait, on voulait une femme, on m'a fait venir en tant que femme. Et puis finalement, on voulait que je sois un homme déguisé en femme. Ou une femme déguisée en homme, je ne sais pas dans quel sens. Et en fait, ça ne m'a pas convenu, parce que moi, je suis quelqu'un qui dit les choses, qui n'a pas peur de la testostérone de certaines personnes. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Et mais donc, vous avez donc pris la décision de partir, ce qui est très courageux aussi, je trouve. Donc, est-ce qui ne vous a pas empêché d'avoir une évolution de carrière? Oui, parce qu'il y a une question prestigieuse d'alignement, en fait. Je considère qu'on est tous singuliers, et plus j'évolue, et plus je travaille ma singularité. C'est ça qui fait finalement... qui donne de l'impact sur mon style de management, sur la façon que j'ai d'adresser des clients, sur la façon que j'ai de manager des équipes ou de les mettre en sécurité dans des moments qui sont difficiles, parce qu'on a beaucoup de pression. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est d'être aligné. Et en fait, ce que j'ai envie de dire à ces jeunes femmes, c'est que c'est possible d'être aligné, d'avoir un sens dans sa vie. J'ai un sens dans ma vie, et même si je travaille dans la tech, dans une entreprise américaine. Et c'est possible effectivement de rencontrer une difficulté, puis de changer de direction, de partir et effectivement de poursuivre son aventure selon ses propres valeurs. Valérie Masson, Women at Capgemini. Donc vous accompagnez les femmes effectivement, mais pas seulement les femmes, parce que vous dites que les femmes ne sont pas des êtres fragiles. Voilà. Et donc vous avez créé un réseau mixte.
première fois que j'en entends parler pour ma part. Alors effectivement, ce réseau, il a existé avant qu'on le reprenne avec le co-sponsor du réseau qui s'appelle Patrick. Voilà, 10 ans entre femmes. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que pour conduire le changement et amener ces femmes au plus haut niveau de l'entreprise, il fallait qu'on embarque les hommes avec nous. C'était pour nous quelque chose d'important. Donc déjà, on est co-sponsor, hommes et femmes du mouvement. Parce que si on ne va pas chercher ces hommes qui sont des alliés, alors on ne sera que 32% chez Capgemini en France à s'entraider. Alors que là, on embarque les 100%, les 68% autres. Et effectivement, dans ce réseau, ce qu'on fait, c'est on se définit comme un do tank. C'est-à-dire, ce n'est pas un think tank, parce que je crois que On pense, mais on fait. c'est ça. C'est-à-dire que des discours sur la mixité, on en a eu plein. Nous, on est là pour faire des choses très concrètes. Quand ça coince, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc, 2 exemples. Par exemple, on a inventé un format qui s'appelle Vie ma vie, Inspire Me, où l'idée, c'est que des dirigeants du groupe Capgemini passent une journée entière avec une femme qui va découvrir son métier et un peu le désacraliser, parce qu'on a des fois une notion de choses inaccessibles. Et puis, à l'opposé de la chaîne, pour le vivier, dont parlait tout à l'heure Jean-Dominique, on a créé avec nos près de 800 ambassadeurs, on va dans les collèges parler de nos métiers, de ce mot de la tech là, qui jargonne. On a fait une présentation sur en quoi c'est ouvert à la mixité et on l'a fait de manière gamifiée, comme on dit. Donc c'est un jeu, on interagit avec les collégiens et les collégiennes parce que c'est là que ça décroche. C'est au collège que les biais de la société s'appliquent et nous on est là pour leur dire hommes et femmes, vous êtes toutes et tous les bienvenus dans le monde de la tech. Et ça se passe effectivement au sein de The Women at Capgemini. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait des choses qui sont très long terme et des choses extrêmement concrètes, mais on fait. Je pense que c'est ça qui est important. Jean-Dominique Trouillard, le fait de travailler avec des femmes ne vous a jamais posé de problème. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Oui, non, mais il y a souvent des explications personnelles, des histoires personnelles. Je ne dirais pas tout, mais en préparant l'interview, enfin, ce que je disais, c'est qu'à titre personnel, j'ai souvent été impressionné dans ma carrière et aussi dans mon monde personnel plutôt par des femmes. Donc moi, c'est ce charisme-là qui m'interpelle. Je ne sais pas si ça vient de ma grand-mère ou que sais-je, mais voilà, en tout cas, c'est ces femmes qui ont des parcours extraordinaires qui, moi, m'impressionnent plus que des hommes. Voilà, donc déjà, à titre individuel, c'est ce qui m'arrive. Voilà, Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez engagé effectivement sur ces notions d'empowerment féminin et que faites-vous concrètement que peuvent faire les hommes et que faites-vous concrètement? On revient à la notion d'évidence, il faut que ça devienne naturel. Moi encore maintenant, mon chef, c'est ma chef. Elle n'est pas là. Donc moi, j'ai aucun problème avec un leadership féminin à titre personnel. Et donc c'est aussi à moi. Donc mon rôle, c'est de rendre possible ce qui n'était pas si facile que ça. Donc dans mon rôle de leader de ma practice, de mon entité, c'est de nommer aussi des femmes en proportion pour rendre justice et en tout cas rendre cet équilibre-là efficient. Et puis on en a parlé aussi. Je rencontre certaines de mes collègues qui parfois pensent qu'il y a des postes qui ne leur sont pas accessibles. Femmes. Et donc leur dire, mais pourquoi? Voilà. J'ai entendu un mot. Donc c'est craquer ces sujets-là. C'est ça. Donc vous allez les solliciter, vous discutez avec ces personnes, vous leur dites, mais tu peux. C'est ça. Mais pourquoi tu penses ça? Il faut penser plus haut. Voilà. Enfin, casser parfois ce plafond de verre. On en parle, moi je le constate en tout cas, c'est que certaines de mes collègues féminines ne s'autorisent pas certains postes ou certaines projections de carrière. Est-ce que vous deux, donc Valérie Masson, vous, Sophie Yannikopoulos, vous avez cette action aussi concrète, peut-être quotidienne? C'est un mot parfois, ce n'est pas toujours un rendez-vous protocolaire. Est-ce que vous insistez? Est-ce que c'est toujours dans votre tête cette notion de transmission, d'empowerment? Je pense que c'est le sens de ma vie, déjà, d'être dans la transmission de ces sujets-là. Et merci de me recevoir pour pouvoir continuer. Merci. Il y a une notion de sécurité psychologique qui est très importante. Donc, mon rôle, c'est justement de prendre soin de mes équipes et donc de prendre soin des femmes dans mon équipe pour qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles aient envie de grandir. Et puis ensuite, il y a le fait de les mentorer, d'organiser des événements comme ce soir pour qu'un maximum de femmes puissent entendre
d'autres femmes ou d'autres hommes qui vont être perçus comme des modèles, ou en tout cas des modèles d'inspiration à un moment donné, un mot, une phrase, une grand-mère, enfin tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes en fait. Et donc je les encourage à vraiment participer. Donc en tout cas, on organise aussi chez Adobe, comme ici, souvent des événements organisés par des réseaux externes de femmes, et on met à disposition nos locaux gratuitement pour que justement ces fans puissent venir, et puis on invite nos collaboratrices. Valérie Masson, vous avez pris la responsabilité de Women at Capgemini. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ma fille, Et voilà. de me dire qu'effectivement, dans le moment de transmission de tranche d'âge dans laquelle on est, on a envie de laisser quelque chose derrière nous qui soit mieux que ce qu'on a trouvé en arrivant. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment Capgemini est bienveillant pour le parcours des femmes, comment on les fait oser, on les mentore, on les accompagne, on les coach. Et surtout, on les pousse en avant. Et pour moi, le mot-clé, à chaque fois que je mentore quelqu'un, c'est « ose ». On s'en fout si on échoue. L'important, c'est d'avancer et on apprend. Voilà. Et l'entreprise est bienveillante par rapport à ça. Ça, pour moi, c'est important. Ça, c'est un mot important, la bienveillance. Vous êtes d'accord? Je vois tous les trois hocher de la tête. Donc oui, pour vous aussi? Oui, ça me semble évident. Je voulais dire un mot aussi sur, on parlait beaucoup de la tech. Il y a des très très belles carrières à faire dans la tech et pour les femmes. Il y a plein d'exemples. Donc voilà, donc je pense que oui, la bienveillance pour justement s'autoriser ces parcours. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre présence et nous avoir éclairés avec vos expériences. Nous allons maintenant accueillir une femme qui fait un chemin magnifique dans un milieu longtemps très masculin. Elle est juste à côté de nous, elle nous entend, elle est devenue chef d'entreprise, elle transforme les modèles dans les organisations. Elle est la première femme élue meilleure pâtissière du monde. Nous rejoignons tout de suite Nina Métayer. Merci à vous. Bonsoir, bonjour Nina Métayer. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci d'être à nos côtés et de nous donner du temps. Élue meilleure pâtissière, première femme élue meilleure pâtissière du monde, c'était fin 2023. Ça fait donc une année finalement. Est-ce que vous vous souvenez de votre réaction lorsque vous avez appris cette nouvelle? Bonjour. Et alors, en fait, je pense que j'étais un peu déconnectée du temps. Alors ma réaction a été assez, en fait, non, je pense que je me suis pas permise sur le moment à avoir une certaine émotion. C'était un peu hors du temps, c'était un peu irréel. En fait, c'était pas réel. J'ai mis du temps. Je pense que j'ai mis 1 an avant de le comprendre. Mais ça a transformé des choses dans votre vie? Est-ce que mentalement, ça vous a transformé, cette distinction? Parce que dans le monde entier, vous étiez la meilleure pâtissière. Alors, je pense que ça a transformé ma façon de voir les choses, de faire peut-être au fur et à mesure, mais encore une fois, c'était petit peu par petit peu, parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait concrètement dans le moment, dans l'instant, c'est que le lendemain, je suis retournée dans mon laboratoire avec mes équipes, donc je leur ai annoncé ça, enfin voilà, on Vous en avez revenait pas. célébré comme on fait au foot? Voilà, et en fait, j'en suis arrivée, j'ai dit, en fait, voilà ce qui s'est passé, et en fait, ils m'ont dit, mais c'est incroyable, mais c'est génial, et puis là, en fait, les commandes sont arrivées, et puis après, en fait, j'étais extrêmement concentrée parce que c'est un titre magnifique. En fait, il arrive à un certain moment qui est assez particulier parce que j'ai fait certains concours où j'ai fait certaines choses, et en fait, ce titre-là, il arrive en reconnaissance de quelque chose. Enfin, il arrive à un moment où je ne m'y attendais pas. Et finalement, la plus belle des reconnaissances que j'aurais aimé avoir et que jamais j'aurais pu imaginer avoir. Et c'est l'aboutissement déjà d'un travail très important, en fait. C'est ce que vous voulez dire. C'est ça. En fait, c'est une reconnaissance qui est dingue parce que c'est une reconnaissance du travail, c'est-à-dire du travail passé, du présent et du futur. Mais en fait, cette reconnaissance-là, je ne l'ai pas eue moi toute seule, je l'ai eue entourée des gens avec qui je travaille au quotidien. Ouais, parce ça, que c'est très important. Qu'est-ce que c'est ce titre? C'est la reconnaissance, et je dois porter les valeurs de mon métier. Et les valeurs de mon métier, c'est quoi? C'est la transmission. C'est ces métiers d'artisanat où il y a de la passion, où il y a cette force de travail, où il y a cette excellence tous les jours, où on se lève tous les matins. Et c'est des gestes répétitifs pour arriver à la fin, un peu comme les sportifs de haut niveau. Voilà. C'est ça. Donc c'est la récompense de l'excellence. Et peut-être c'était pas genré, vous vous êtes pas dit c'est une femme, je suis une femme. Donc c'est à ce titre qu'on me l'a décerné. C'est parce que vous étiez vraiment dans l'excellence.
Et c'est ça qu'on a célébré. En fait, Exactement. je comprends très bien. Alors, il y a une phrase que j'ai trouvée de vous, que vous répétez, c'est souvent, si on me dit tu ne peux pas le faire, je fonce. Oui. À quel moment avez-vous entendu cette phrase? Ah bah beaucoup. Je pense énormément en fait. Dès que j'ai essayé de faire quelque chose, on me disait que c'était pas possible. Alors moi j'ai de la chance d'être née quand même dans une famille où au départ tout est possible. Donc mon père et ma mère font les mêmes choses à la maison. J'ai de la chance d'avoir eu même des grands-mères entrepreneuses, indépendantes, des parents aussi. Et en fait, avant que je décide de vouloir devenir boulangère, je pensais pas qu'être une femme pouvait être un frein. Et finalement, oui. Et en fait, là, toutes les portes sont fermées. Mais racontez-nous. Et ben j'ai toqué à la porte des boulangeries pour être boulangère. Alors j'avais en plus un diplôme, j'avais mon bac, une mention, j'avais Brillamment. voyagé, je parlais espagnol. Enfin voilà, je travaille depuis que j'ai 14 ans sur les marchés. J'ai toutes mes vacances scolaires, j'ai travaillé. Enfin, j'ai un CV quand même, il est costaud quoi, à 18 C'est ans. ça qui a impressionné? Et bah personne, non, pas du tout. C'est juste que là, ils m'ont dit, mais en fait, nous on veut bien te prendre, mais tu pourras pas faire du pain. Il va falloir que tu vendes le pain. C'est ça. Donc ça, c'est le cliché. Les femmes à la vente et les hommes à la fabrication, à la production. Voilà, et là j'étais très étonnée parce que je comprenais pas pourquoi. Et après ils m'ont dit bah tu pourras pas porter le sac de farine. Alors là je comprenais. Du coup on m'a dit ah oui bon, peut-être que je peux me faire trouver une autre technique. Enfin voilà, c'est pas un sac de farine. On est plusieurs dans l'entreprise quand même. On va pouvoir mettre un sac de farine dans un pétrin. Ça pèse combien de kilos un sac de farine? Alors à l'époque il pesait 50 kilos. D'accord. Et Maintenant, alors, il il est à suffisait de 25. réduire c'est ça, à 25, on y arrive. Voilà, donc déjà ça s'est amélioré, mais après en fait, au fur et à mesure du temps, et puis j'ai toqué à la porte d'un boulanger qui s'appelle Denis Baron, qui était très loin de chez moi, à 2h du... Puis je commençais à 2h du matin, donc une demi-heure de vélo à 2h du matin, faut y aller, faut avoir envie. C'était le seul à me prendre. Et lui, il n'était pas particulièrement grand ni costaud, donc il n'avait pas vu le problème du sac de farine, je pense, parce qu'il est arrivé. Et donc c'est votre passion en fait qu'il a entendu, qu'il a vu? Je pense qu'en fait, comme il n'a pas vu le problème, il a dit bah vas-y, on va essayer, et puis ça a marché en fait, c'était super, et il m'a transmis sa passion pour le pain. Voilà. Et puis après, vous avez décidé de faire un CAP. Ça, c'était une première expérience importante puisque vous étiez effectivement dans le domaine de la boulangerie, ce qui vous intéressait. Mais vous avez quand même bifurqué vers la pâtisserie. Pourquoi? Et bah parce que je travaille avec Denis, il me transmet sa passion, il m'envoie chez un ami à lui en Australie, donc je travaille un peu là-bas. Et en revenant à Paris, bah, je trouve pas d'emploi. Rebelote. En Australie, vous êtes dans le secteur de la boulangerie. Ça fonctionne. Bah parce que Denis C'est ça, vous avez envoyé chez recommandé. mon... C'est ça. Ouais. Vous avez recommandé. Mais quand vous rentrez en France, je trouve ça important de l'entendre, quand vous rentrez en France, la boulangerie, c'est niette. Non. Donc, vous bifurquez vers la pâtisserie pour contourner le problème. Mais en fait, je trouve pas d'emploi à Paris. Personne ne veut m'embaucher. Et je me dis donc. Et qu'est-ce que vous demandiez? Être boulangère à ce moment-là? Bah oui, j'avais un diplôme, j'avais de l'expérience, etc. Donc là, à un moment, on pouvait pas me dire que je pouvais pas faire du pain. J'avais mon diplôme. Vous étiez prête à vous lever à 4h du mat ou 3 ou 2? J'adore ça. Il y a vraiment pas de problème. Non, moi j'adore le pain, c'est ma passion. Donc j'étais prête à tout. Juste faire du bon pain quand même. Je voulais pas quand même quelque chose de qualitatif. Et en fait, voilà, je trouve pas d'emploi et je me dis bah la seule façon d'arriver à faire du pain, comme je voyais qu'il y avait plus de femmes en pâtisserie, je me suis dit bah je vais me former en pâtisserie et puis ensuite je leur dirai que je suis pâtissière, puis je leur montrerai que je sais faire du pain et je deviendrai boulangère. Voilà, et finalement, c'était ça ne mon s'est pas but. du tout passé comme ça. Alors j'ai commencé la pâtisserie, ça m'a pas beaucoup plu. Voilà. Et alors j'étais pas dans un endroit très qualitatif non plus au départ, tout début. Et puis après je suis arrivée à l'école Ferrandi et là je me suis dit Nina quand même t'es à Paris, moi je viens de La Rochelle. Paris pour moi c'est ceux qui ont réussi, ceux qui sont dans des belles maisons incroyables. Et je me suis dit, essaye quand même. De toute façon, toute ma vie, j'ai jamais réussi à trouver un travail, quasiment. Des petits boulots, oui, mais pas un vrai travail qui me plaisait. Donc, j'avais rien à perdre et j'ai déposé tous mes CV dans les plus grands hôtels. Parce que cet univers était tellement fermé aux femmes, ça c'est important de le souligner. Oui. C'est parce que vous étiez une femme. Oui, tout à fait. Parce que vous êtes une femme. C'est ça. En fait, à l'école, déjà en CAP, j'étais la deuxième fille qu'ils avaient vue arriver en boulangerie depuis des années. Et l'autre, c'était la fille d'un boulanger qui n'avait pas du tout envie d'être là, mais qui devait reprendre l'entreprise de son père. Et donc, vous continuez sur la pâtisserie. Et en fait, au début, je commence, ça me plaît pas du tout. J'essaye, j'arrive au Meurice. Et là, Camille Le Sec, le chef pâtissier du Meurice de l'époque. Enfin, c'est pas n'importe quelle adresse, le Meurice non plus. Oui. Donc, c'est extrêmement prestigieux. Donc, vous avez déjà un très bon niveau. Alors, pas du tout, justement. Alors, je sais pas, j'ai beaucoup de chance, mais j'arrive en tant que commis. En fait, en pâtisserie, on peut arriver, on commence tous avec les bases. Donc, au départ, on apprend à éplucher des pommes. Et quand on les épluche assez vite, on peut les couper. Ensuite, quand on les coupe assez vite, eh bien, on peut peut-être les cuire. D'accord. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Ouais.
Et Non, donc mais on vous ne peut regarderez plus jamais une tarte aux pommes de la même manière, je vous assure, hein. Ça, c'est, voilà. Et donc finalement, au fur et à mesure, on gravit les échelons. Et dans ces métiers, ce qui est beau aussi, c'est que finalement, on passe tous par le même endroit la même voie, c'est ça. et on grandit au fur et à mesure des compétences. Et donc, vous passez aussi, vous changez d'endroit, vous allez ensuite au Raphaël, qui n'est pas non plus une petite adresse à Paris. Voilà. Et ça se passe bien. Et ça se passe trop bien parce qu'en plus, c'est. Alors là, voilà. Et là, j'arrive avec Amandine Chéniaud. Et Amandine Chéniaud est une chef femme. Et là, je me dis, peut-être que. Parce que. Alors attention, hein, mes chefs du Meurice ont été exceptionnels, etc. Mais il y a aussi eu d'autres moments où ça a été beaucoup plus dur, où on m'a dit qu'une femme ne pouvait pas être chef et femme, parce que j'allais me marier à ce moment-là, donc ma carrière était finie. Et j'avais 25 ans. Je me suis mariée jeune. Ah oui, c'est Mais, tôt mais- pour- mais là, on pour- m'avait dit maintenant, bon, c'est bon. Je pense que maintenant, c'est le moment pour toi de devenir une bonne femme. Et donc là, je me dis, oh, quand même, c'est un peu dur. Et là, Amandine Chéniaud et Raphaël, et puis j'entends parler. Et c'est assez rare, les femmes chefs, en fait, chefs de cuisine à cette époque. Et donc, je toque. À cette époque, c'était il y a combien de temps? Rappelez-nous quand même. C'était il y a une quinzaine d'années. Oui, c'était hier. Ouais. Ok. Oui, c'est vrai que c'est. Il y en avait très peu, hein. On les connaît à Paris, hein. Enfin, il y en avait 4-5, Flora, Béatrice, Non, mais Amandine. d'où l'importance aussi, encore une fois, d'avoir davantage de mixité dans les organisations, quelles qu'elles soient, parce que finalement, il y a une femme et ça vous donne une indication positive, ou une perspective déjà. C'est ça. Et donc, du coup, il y a eu une femme et j'y suis allée. Et je me suis dit, du coup, elle croira en moi, peut-être que je pourrais peut-être évoluer dans ce métier. Et en plus, c'était une inspiration aussi pour moi. J'imagine. Et où vous a-t-on dit que vous preniez la place des hommes? Alors, je ne veux pas citer non plus Non. des endroits, Quand mais je dis où, mais à quel moment c'est à quel moment c'était un peu tout au long de ma carrière. En fait, à partir du moment où on prend un poste à responsabilité, ça veut dire qu'on prend sûrement celui d'un homme. Parce que comme c'est pas à notre place, en fait, on n'est pas. Nous, on est très. Les filles, moi, on me disait, t'es très bonne à faire de la cuisine pour ta famille, pour ton mari, etc. C'est là ta place, parce que tu dois prendre soin de ta famille. C'est ton rôle, et que si t'es pas dans ta famille en train de faire à manger, si tu fais à manger à d'autres, tu prendras pas bien soin de ta famille, donc tu pourras pas. Faut choisir. Voilà, c'est ce qu'on me disait concrètement, que je pouvais pas prendre soin des autres. Et si j'étais chef de cuisine et que je faisais à manger pour d'autres gens, je ferais pas assez bien à manger ou je serais pas assez présente pour ma famille. Qu'est-ce qui vous a fait triompher de ces obstacles? Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est effectivement le refus d'entendre non? C'était quoi le moteur? Alors, je trouvais ça très méchant, tout ce qu'on me disait. Je trouvais ça complètement infondé et très méchant. Et en fait, je voulais surtout pas leur donner raison et je voulais vraiment leur donner tort. Et en fait, alors évidemment, il y a la passion, il n'y a pas que ça. Mais en fait, cette force supplémentaire qu'on a à 4 heures du matin, quand finalement, il y a des choses qu'on ne réussit pas et qu'on se dit, il faut que je me dépasse parce que quand même, je vaux mieux que ce qu'ils m'ont dit. Et ça résonne, en fait, ces choses-là dans la tête. Et je trouvais ça tellement infondé, tellement méchant que je voulais surtout pas leur donner raison. Et qu'en fait, ils m'ont donné la force quand c'était dur d'y arriver. Et à un moment, alors j'ai retenu quelque chose que vous avez dit quand on s'est parlé effectivement en amont. Vous avez dit que vous aviez essayé d'exécuter extrêmement bien les tâches qui étaient les vôtres. C'est-à-dire que dans ces moments où tout n'était pas idéal, vous vous êtes concentré sur ce que vous aviez à faire en disant mais il se passera toujours quelque chose de positif. Voilà, si on Ça, fait c'était bien. votre état d'esprit aussi. En fait, si je travaille pour moi et que je fais bien, de toute façon, j'apprends. C'est ça. Donc, autant le faire bien. Et puis, à tout moment, c'est vu. Et puis, ça sera récompensé pour quelque chose qui existe. Et puis, en plus, de toute façon, comme on me demande de faire 2 fois le travail pour être sûr que ce soit bien fait, parce que de toute façon, si je l'ai bien fait du premier coup, c'était juste un hasard. Et du coup, ce qui est bien, c'est que je l'ai fait 2 fois plus, 2 fois plus vite, 2 fois mieux. Et finalement, j'ai peut-être grandi plus vite parce que j'ai dû travailler peut-être 2 fois plus pour avoir accédé à certains postes. Dans le contexte qui a été le vôtre, est-ce que vous avez exprimé votre ambition? Est-ce que vous avez dit, je veux faire davantage, je veux avoir davantage de responsabilités? Oui. Vous Oui. étiez proactive. Oui, j'ai demandé. Alors après, j'ai aussi, alors j'ai un entourage qui m'encourage à ça. Et ça, c'est vrai que c'est assez important de le dire aussi. C'est que ces choses-là, on les a aussi. Moi, je pense que l'entourage est ce qui est le plus important, parce que parfois, ça va être difficile. Parfois, on va se remettre en question, etc. Et c'est quand c'est difficile qu'on a besoin aussi d'entendre et d'écouter. Parfois aussi quand on peut faire mieux, et parfois aussi quand on fait bien. Et oui, je suis allée chercher mes postes, je les ai demandés, j'ai toujours demandé un petit cran au-dessus parce que j'aime quand c'est difficile. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît à partir du moment, et je pense que c'est pour tout le monde en fait, je pense pas que ce soit, et je le vois dans mes équipes au quotidien, un bon manager, c'est la personne qui va emmener un tout petit peu plus haut que la personne est capable d'aller, parce qu'à la fin de la journée, ça aurait été difficile, mais elle sera fière d'elle. Et en fait, c'est ce petit côté où j'étais fière de moi à la fin de la journée,
Qui vous a fait progresser. qui m'a donné envie tous les jours d'y aller avec passion, en fait, qui m'a transmis cette passion. Et qui vous a donné confiance au point de vous décider à vous lancer en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire à lancer votre propre activité, donc avec la prise de risque que cela suppose. Et ça, c'était il y a finalement pas si longtemps. Non, tout début 2021. Voilà, donc c'est très très frais. Et ça, c'est parce que vous estimez que vous êtes à maturité par rapport à votre expression aussi dans la pâtisserie et que vous avez la force mentale de devenir chef d'entreprise. Oui, en fait, j'avais envie d'aller plus loin. Alors, dans mon travail précédent, on me disait surtout ne va pas plus loin, justement. C'est ça qui Mais qui m'a. qui vous dit ne va pas plus loin? Qui Je vais ose pas, je vais pas. Non, je ne demande pas de citer, nom. mais oui, c'était c'est dans votre des- entourage professionnel. Oui, c'est ça, professionnel. Non, c'était dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. On me C'est disait ça. surtout rester bien sage. D'accord. Surtout, fallait être sage, fallait rester à sa place, et que surtout, fallait pas faire plus que ça, plus que ce qu'on me demandait, parce que. Et en fait, j'avais pas cette marge supplémentaire. Et c'est là où finalement, à la fin de la journée, oui, j'ai fait une bonne journée, c'est chouette, je rentre à l'heure, je vais voir voilà, mes amis, ma famille, etc. Mais en fait, je suis très épanouie avec ma famille et mes amis à ce moment-là, parce que j'ai du temps pour moi, c'est génial, etc. Mais en fait, tous les jours, au quotidien, au travail, je remplis quelque chose que je sais déjà faire. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas il y a pas ce petit côté à la fin de la journée on a réussi. Et en fait, là, je me dis, non, j'aime la vie quand elle a. Ça va vite. Ouais, quand il y a quelque chose à attraper, quoi. Et je me dis, allez, j'avais construit à travers toutes mes expériences certaines bases. Et par contre, après, j'ai aussi ouvert mon entreprise par rapport à ce que j'étais capable de faire, par rapport aux risques que j'étais capable de prendre. Et voilà, donc j'ai ouvert en ligne parce que ça me permettait d'avoir au départ un investissement financier qui était à la hauteur de ce que je pouvais me permettre. Et puis après, de grandir au fur et à mesure des commandes clients. C'est ça, mais il y a une prise de risque qui est effectivement de lâcher un CDI et de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale qui quand même suppose beaucoup de sujets, on va dire, et parfois de soucis. Aujourd'hui, vous employez 80 personnes, c'est très important. Le pied de nez à l'histoire, effectivement, c'est que vous avez racheté, ou vous rachetez en ce moment 2 boulangeries. Je suis en train de réaliser mon rêve. Voilà, vous avez 2 boutiques délicatesserie en ligne, 2 points de vente à Paris, 2 boutiques à La Rochelle, une société d'événements et une société de création. Et si je dis ça, c'est parce que effectivement, vous développez beaucoup d'activités. Vous êtes un manager aujourd'hui. Il y a un point qui est absolument essentiel dans une carrière de femme. Il nous reste peu de temps pour en parler, mais je pense que c'est important qu'on le développe. C'est celui de la maternité. Vous êtes vous-même une maman de 2 enfants, 2 petites filles. Vous vous levez à 2 heures du matin, je crois. Et pourtant, vous arrivez à avoir une vie de famille. Qu'est-ce que vous mettez, vous, en place pour que vos collaboratrices, qui sont nombreuses, parce que vous êtes un rôle modèle, et de ce fait, vous recevez effectivement beaucoup de candidatures de femmes pour rejoindre votre brigade, qu'est-ce que vous mettez en place pour alléger cette question de la maternité pour les femmes qui vous rejoignent? Déjà, elles peuvent avoir des enfants. En fait, c'est très simple, je leur fais confiance. Et en fait, ce sera jamais un frein. Moi, ça n'a jamais été un frein avoir des enfants. Et en fait, l'enfant, moi, c'est la plus belle chose c'est la plus belle énergie qu'on peut m'apporter tous les jours. Et peu importe, finalement, ça peut être les enfants, ça peut être autre chose finalement. Mais quand on veut des enfants, c'est pas le temps qui compte avec eux de toute façon. Moi, je les vois le soir, je suis très heureuse. Et puis finalement, ça me nourrit quelques instants avec eux, me nourrissent et me donnent l'énergie, etc. De toute façon, la maternité, je pense que c'est aussi, il faut pas se culpabiliser, il faut être heureux au quotidien. Mais je pense que c'est même pas forcément que la maternité, mais ça va être globalement, même pour ses amis, pour son couple, pour son entourage. Si on prend soin de soi, on prendra soin des autres. Et en fait, on rayonnera un peu sur les autres. Mais les personnes qui sont vos salariés, effectivement, elles doivent pouvoir se dire que ça va être un moment de joie et pas un moment de pénalité professionnelle. Ça se prépare. En fait, nous, on a des arrêts maladie où il y a des personnes, que ce soit femmes ou hommes, qui se cassent une jambe ou un bras et qui ne sont pas là pendant 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Alors, un congé maternité, ça se prépare. Déjà, on apprend, a priori, globalement, la majorité du temps, on apprend qu'on est enceinte quand même un petit peu avant d'accoucher. Donc, on a le temps de préparer, on a le temps de recruter, on a le temps et puis ensuite, on a le temps de revenir aussi. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Je préfère quand même que mes salariés partent en congé maternité qu'ils partent se casser une jambe. Donc, a priori, normalement, on arrive à l'organiser. À chaque fois que ça se passe, ça s'est très bien passé. Et Chloé, ma chef de production, qui a ouvert La Rochelle, parce que j'ai racheté la boulangerie de mon apprentissage. Et toc. Voilà, on l'a attendue pour ouvrir La Rochelle parce qu'on voulait qu'elle prenne son congé maternité tranquillement
Bah, c'est une super chef, c'est une super maman. Du coup, on a pu ouvrir sereinement avec elle. À la fin de son congé maternité, il y a son petit bébé qui passe par le labo de temps en temps. Et en fait, voilà, elle est épanouie, elle se donne à fond. Et en fait, la fatigue positive, c'est pas la même fatigue. Donc, ça peut bien se passer Mais au bien sein d'une sûr. entreprise, puisque Oui. effectivement, comme vous le disiez très justement, c'est quelque chose qui se prépare, c'est pas un accident, c'est quelque chose qui est prévisible. Vous êtes un rôle modèle, évidemment, et je le disais à l'instant, il y a beaucoup de femmes qui vous rejoignent, vous recevez beaucoup de candidatures. Vous avez conscience d'être un rôle modèle lorsque vous vous exprimez effectivement dans les médias. Venir ici aussi, c'est pour transmettre, pour dire c'est possible, n'est-ce pas ? Alors, rôle modèle, je ne voudrais pas m'appeler comme ça, mais en tout cas, oui, je pense que c'est très important parce que moi, à l'époque, il y en avait très peu, je me raccrochais à travers quelques femmes. Et en fait, il y a aussi quelque chose qui est très important et sur lequel je mets beaucoup, enfin, je travaille beaucoup à ça, c'est il faut qu'on s'unisse. Parce qu'il y a eu beaucoup de métiers où les femmes, en fait, il n'y avait qu'une seule place pour les femmes. Et ça a été un moment comme ça aussi en cuisine ou en pâtisserie. Et donc, du coup, il y a cette sorte de concurrence qui est terrible entre femmes pour essayer d'être... Comme s'il n'y a qu'une seule place, il n'y en aura qu'une. Mais non. En fait, c'est l'inverse. Il faut montrer qu'on est plusieurs. Il faut se... Moi, si je ne suis pas disponible pour un événement, j'appelle mes collègues femmes. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut être unis, il faut être soudés, il faut qu'on prenne la même place, finalement, que les hommes, et que ce ne soit plus une exception, mais qu'on se donne les mêmes opportunités Exactement. en fait, et les mêmes chances. Mais merci infiniment, ce sera le mot de la fin pour cette séquence. L'importance de la transmission et des rôles modèles, on vient d'en parler, c'est très important et nous allons en parler également dans le cadre de notre deuxième table ronde. Comment lever les biais inconscients. Merci Nina Métayer. Merci beaucoup. Nous voici de retour pour cette deuxième table ronde. Comment lever les obstacles des biais inconscients? Et moi, je rajoute parfois des biais conscients. Voilà, nous avons le plaisir de vous recevoir. Badra Hamdaoua, vous êtes directrice générale de Capgemini au Maroc. Bonsoir. Jeanne Rey, vous êtes responsable confiance numérique Capgemini Event. Et Bruno Laforge, vous êtes DRH de Capgemini en France. Merci effectivement d'être à nos côtés. Une première question à vous, Badra Hamdaoua. Est-ce que vous étiez une adolescente ambitieuse? Alors, tout d'abord, je tiens à dire que je suis issue d'une fratrie de 5 enfants, dont 3 frères aînés extrêmement brillants. Et effectivement, la notion d'ambition dépend de sa définition. Si être ambitieuse quand on est adolescente, c'est vouloir faire comme ses frères, voire mieux, si c'est vouloir prendre des risques, accomplir quelque chose et réussir, ma réponse est oui. J'étais certainement ambitieuse quand j'étais adolescente. Et vous l'avez exprimé? Oui. Jeanne Rey, est-ce que vous avez exprimé une ambition dès l'enfance? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure? Et à quelle occasion? Dans quelles circonstances? Alors, ambition, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai grandi dans un modèle familial très, disons, famille recomposée. Et donc, j'ai eu un modèle maternel qui m'a élevée et qui m'a appris à être indépendante. Et j'ai eu un modèle paternel passionné d'histoire, de littérature, qui, je pense, a projeté sur sa fille aînée des grands personnages, de femmes engagées, pensantes, etc. Et qui m'a appris à être comme ça aussi. Donc, je suis rentrée dans ma vie de femme, d'adulte, avec 2 valeurs qui sont quand même très importantes, je trouve, pour se sentir légitime. Et mes études, en plus, en sciences politiques, m'ont plutôt aidée à me sentir à ma place, en me faisant travailler sur des logiques de citoyenneté, d'égalité, de justice sociale, etc. Donc, j'ai jamais été en déséquilibre dans mon environnement. Bruno Laforge, votre parcours professionnel vous a conduit à occuper différentes fonctions exécutives et dans différents secteurs. Sur le sujet de la diversité-mixité, est-ce que vous estimez que nous sommes en France à 50% du chemin, 70% du chemin ou 25%? Je pense que c'est difficile de répondre à cette question. Il y a plusieurs angles de réponse. Il est clair que lever les biais, de toute façon, est un élément essentiel pour qu'effectivement on puisse finalement promouvoir les femmes dans l'organisation.
et qu'elles puissent être actrices et actives dans le changement. Alors, est-ce qu'on est à 50, 70% On a fait beaucoup de chemin, je pense, depuis 2 décennies, notamment. Mais par contre, le chemin voilà, on n'est pas au bout. Donc, il reste encore un certain nombre d'éléments, notamment parce qu'effectivement, on peut trouver encore un certain nombre de postures, on va y revenir, de biais, de sensibilité, de awareness, qui ne sont pas forcément, pour le coup, toujours développés dans les organisations. Donc, ça peut se retrouver d'une entreprise à l'autre de manière différenciée. Et sur les anglo-saxons, il y a d'autres domaines où on est nettement plus en avance? On en parlera, mais je pense sur la partie rémunération. Non, sur la partie, en tout cas, équilibre, déjà sur la mixité, Oui, bah, égalité à peu il est près. clair que quand on compare le monde anglo-saxon aujourd'hui, pour avoir travaillé à l'étranger, pas mal aux États-Unis, on se rend compte effectivement que ça fait partie du quotidien. Et j'allais dire toute forme de mixité, toute forme de reconnaissance, C'est toute ça. forme de diversité font partie des standards. Et je pense qu'effectivement, aussi bien les États-Unis que le Royaume-Uni ont déjà une petite longueur d'avance sur les terres d'Europe. Alors que nous, en France, on résiste bien. Alors, je vous propose d'aborder ce thème des biais à travers 4 phases: le recrutement, la négociation, la rémunération, l'évolution de carrière. Ça fait même 5 avec la maternité. Sur le recrutement, Bruno Laforge, est-ce que vous constatez des biais chez les hommes? C'est-à-dire, oui, alors je vous vois lever les yeux au ciel, ou en tout cas les sourcils, pardon, donc ça vous fait sourire, c'est que oui, c'est encore là et c'est encore bien présent. Non, mais je pense qu'il y a des biais, mais en fait, les biais commencent dès l'enfance. Donc, tant qu'on n'a pas levé les biais dès l'enfance, par des groupes d'explication, je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses sur l'égalité des genres, lutter contre les stéréotypes, c'est des choses qui s'apprennent potentiellement dès l'enfance. Donc, forcément, on traîne 1 ou 2 générations qui mettent en exergue un certain nombre de biais. Après, effectivement, bah, la situation est telle aujourd'hui que, oui, vous avez des hommes, encore beaucoup, qui appréhendent des situations professionnelles avec des femmes de façon complètement différenciée et ont des biais, comme vous le disiez, ou conscients ou inconscients. Et ils se situent à quel niveau, ces biais? Est-ce qu'on peut les Oh, mais définir? vous recrutez quelqu'un demain, moi j'ai déjà assisté à des situations et des restitutions de discussions où on s'interroge sur les contraintes, par exemple, que représente le poste pour Les la voyages à personne. l'étranger, par Bah, les exemple? voyages à l'étranger, les déplacements, la charge de travail, la capacité à pouvoir rendre visite à un client avec peut-être effectivement des horaires dans la journée qui Et vont donc on se dit, se on dérouler. exclut. Et donc potentiellement, bah, ça crée effectivement des biais qui sont des biais inconscients dans la sélection, mais qui peuvent être aussi des biais conscients dès lors qu'effectivement on restitue cette situation dans son entourage. Et si l'entourage est effectivement essentiellement masculin, vous imaginez bien qu'effectivement ces biais sont complètement apparents. Je m'adresse au DRH. Vous êtes absolument convaincu de l'importance de la mixité, de la diversité dans les organisations Je pense que c'est en pas une termes de question. performance? C'est même plus une question. Alors en termes de performance, c'est même plus une question qui se pose. En plus, vous avez des études qui montrent effectivement, que ce soit McKinsey, Deloitte, etc., effectivement, qui ont montré qu'à un moment donné, il y a une rentabilité quand même accrue par une mixité. Et je pense qu'effectivement, ça répond à un certain nombre de situations, y compris des situations conflictuelles dans lesquelles effectivement, ou des situations de crise ou de tension, qui peuvent effectivement permettre à la mixité de trouver une réelle place et de pouvoir pondérer un certain nombre de difficultés dans l'organisation et dans les équipes. Sur le moment du recrutement, Badra, Hamdawa, j'ai dit que je dirais les noms comme pour les hommes. Vous dites, est-ce que les femmes, il y a ce biais-là, peut-être comportemental, qui consiste à être extrêmement préparées au moment effectivement, des entretiens. Est-ce que vous étiez toujours très préparée, vous, au moment de vos entretiens, trop préparée, avec le recul? Donc, vous mettiez cette pression-là? Ben, en fait, cette question me rappelle une expérience bien précise que j'ai pu avoir il y a quelques années, où j'ai réellement voulu sortir de ma zone de confort et prendre un petit peu plus de risques. Donc, je me suis lancée sur une position extrêmement convoitée par les hommes, et j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté. Et j'ai vraiment littéralement analysé la description de poste, préparé même une analyse de marché avec les opportunités, les forces, dans quelle mesure sur les 10 compétences qui étaient demandées pour cette position, je remplissais chacune des cases.
Sur les 10, j'avais pu constater que sur 9, j'étais extrêmement confortable et la 10e ferait peut-être l'objet de discussions. Et donc, j'ai déroulé cet entretien avec le recruteur et à un moment, le recruteur éclate de rire. Donc, je souris et je lui demande la raison en fait de son éclat de rire. Et il m'explique vous me faites penser à un cas d'étude que j'ai pu avoir lors d'une formation où une femme, quand elle arrive à un entretien, elle arrive archi préparée et elle part du principe que sur les 10 compétences, elle doit remplir les 10 cases. Alors que quand je me trouve confrontée, voilà, ou 12, alors que quand je me trouve confrontée à un homme, dès lors qu'il remplit les 3 cases versus les 10, il se lance et considère que c'est le meilleur pour cette position. Donc, ça, c'est très parlant. Voilà. Ça vous fait sourire aussi, Jeanne Rey. Est-ce que vous avez rencontré ce type de situation, soit en recrutant des femmes, soit en étant vous-même recrutée? Je ne l'ai pas rencontré sous forme de recrutement parce que j'ai l'impression, pour être honnête, que c'est tellement processé par ailleurs les recrutements que c'est systématiquement les mêmes compétences qu'on regarde. Enfin, je ne sens pas de filtre de genre sur les étapes de recrutement. Par contre, je me reconnais complètement dans l'image de l'ultra-préparation, que ce soit pour des entretiens ou pour les systèmes de promotion chez nous. Est-ce qu'avec l'expérience aujourd'hui, vous baissez en pression dans cette quête de perfection ou vous êtes toujours au même niveau? Alors, à titre personnel, je pense que je baisse en niveau de préparation. Est-ce que c'est un sujet de confiance lié à l'expérience? Enfin, après, il y a des objets qu'on manipule au quotidien et qui ne sont pas les mêmes avec 10 ans, 15 ans d'expérience que quand on sort d'école. Donc, encore une fois, je ne sais pas si le biais est genré ou si c'est plutôt lié à la prise d'aisance en grandissant dans l'entreprise professionnellement. Il y a un sujet important, effectivement, qui est celui de la rémunération, parce que quand on passe un entretien, effectivement, eh bien, ce sujet vient sur la table. Alors, quelqu'un me disait il y a quelques jours une anecdote, c'est-à-dire le mari et la femme avaient été recrutés au même moment, pas au même endroit. Et mais qu'est-ce que tu as dit? Demande le mari. J'ai dit merci pour cette... voilà, merci, je suis ravie. Et le mari avait dit, moi j'ai dit combien? Voilà, donc est-ce que, ça vous fait sourire également, donc est-ce que le sujet de la rémunération, effectivement au moment où on rentre dans l'entreprise et après, c'est quelque chose avec lequel vous êtes aujourd'hui très décontracté, décomplexé, ou ça reste un sujet de blocage? Déjà, je tiens à dire sur l'ensemble des entretiens que j'ai pu faire passer à des femmes, quel que soit leur niveau de seniorité, la question de rémunération n'arrive jamais au premier plan. Les questions Alors sont plus que chez relatives. les hommes, par exemple, Bruno Laforge, est-ce que ça arrive très vite, ce sujet? Alors, en tout cas, c'est une question qui est systématiquement posée et Oui. qui revient voilà, de manière continue. Et Vous est-ce dire que- que c'est une des premières questions, j'espère que non, parce qu'il faut quand même marquer l'intérêt Enfin, par quand je dis rapport les au premières, poste, vous par voyez ce que rapport à je veux dire, en l'entreprise, fait, si mais ça vient... oui, ça peut venir assez rapidement. Pardon, je vous ai interrompu donc. Par contre, l'environnement de travail, les valeurs de l'entreprise, l'écosystème, l'essentiel d'avoir une vie équilibrée entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, l'épanouissement, les challenges à relever arrivent souvent au premier plan. Ça, ce sont donc effectivement les questions et les points soulevés par les femmes. Vous avez le même type d'expérience, vous, Jeanne Rey, je vous voyais dire oui. Ouais, je partage. Alors, encore une fois, pas forcément sur le recrutement, mais par exemple dans les systèmes d'évaluation interne qui regardent la performance des équipes 2 fois par an et donnent une certaine notation, etc. J'ai beaucoup plus de revendications salariales et d'ego sur la performance chez les hommes que chez les femmes, qui vont plutôt chercher des systèmes de récompense alternatifs, qui vont demander est-ce que je peux accéder à telle formation, participer à tel event, mais qui est peut-être à l'étranger, etc. Et ça, je le constate très clairement. Et donc, vous mettez en place des réponses à la fois pour les hommes et pour les femmes? Ah non, c'est des réponses très formatées. Non, quand je dis des réponses, c'est-à-dire pour exercer un changement, est-ce que vous prenez en considération effectivement ces attitudes en essayant d'amener les femmes à prendre en charge ce sujet de la rémunération par elles-mêmes? Eh ben, pour être honnête, je ne me pose pas la question du genre.
quand je suis face à des situations. C'est-à-dire, je réponds, quel que soit le genre de la personne qui m'a posé un problème managérial, je réponds de la même façon. Je me dis pas, j'ai une prétention salariale, je vais le traiter comme ça, parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme, je vais le faire différemment. En termes chez Capgemini France, en termes d'égalité salariale, d'évolution salariale, qu'est-ce qui est mis en place, Bruno Laforge? Il y a une politique volontariste de ce point de vue? Alors, on a effectivement à notre disposition un accord sur l'égalité professionnelle qui permet effectivement de résorber potentiellement des écarts existants entre les rémunérations. Ça de façon annuelle, donc on le fait dans le cadre des négociations annuelles et ça permet effectivement de donner une résonance un peu particulière à la problématique, si problématique il y a. Ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est que en fait, ce qu'on observe quand même depuis une petite dizaine d'années, c'est que les femmes n'hésitent pas à parler effectivement rémunération. Par contre, elles se comparent plus par rapport au marché plutôt qu'à leur père. Et alors, pour avoir vécu les situations... À leur père dans l'entreprise? Leur père dans l'entreprise. Et en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, par exemple, ce n'est pas un sujet tabou. Et ça reste encore une forme de tabou. Et en l'occurrence, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est former aussi les managers pour permettre d'appréhender une demande de hausse de salaire avec les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire situer ça dans le cadre de la compétence, de la performance, identifier des critères transparents, qualitatifs, qui permettent d'apprécier effectivement cette demande. Donc voilà, ça participe d'un chemin qui est encore long. Est-ce qu'on a des grandes différences de salaire? On observe que grosso modo, comme dans toutes les entreprises, si on regarde nos index d'égalité, on est à peu près entre 90 et 100%. Il y a très peu d'entreprises françaises qui sont à 100. J'en connais une, je n'en connais pas beaucoup plus. Mais on se rapproche plutôt effectivement de la quotité aux alentours de 94-96% en général. Vous, Badra Hamdaoua, vous êtes donc directrice générale de Capgemini Maroc, donc vous êtes effectivement la personne vers qui on se tourne aussi pour ces sujets. Est-ce que vous êtes dans la culture effectivement de la stimulation, de l'explication, de la transmission sur ces sujets de rémunération? Alors déjà, avant d'en arriver à cette discussion, on essaie d'anticiper. On analyse effectivement si variation de salaire il y a ou pas, essayer de les corriger en amont, s'assurer que... c'est vous qui l'analysez, c'est vous qui décidez aussi. Avec l'ensemble du dispositif que nous avons en place et bien entendu en alignement avec la philosophie du groupe. Donc on anticipe, on s'assure également qu'au moment du recrutement, il n'y ait pas d'écart à position identique, à compétences égales. Donc tout ça fait qu'au fil du temps, si quand bien même il y a pu y avoir des écarts par le passé, c'est corrigé de manière naturelle. Sur l'évolution des carrières, est-ce que vous avez la même attention? Absolument, absolument, et probablement un petit peu plus concernant les femmes, puisqu'on se rend compte qu'elles ne sont pas nécessairement vocales par rapport à leur évolution de carrière. Elles n'expriment pas. Elles n'expriment pas nécessairement, elles sont d'abord dans l'accomplissement, dans la volonté de démontrer leur capacité à faire. Le syndrome de la bonne élève. Exactement, exactement. Et vous, dans vos équipes, qu'est-ce que vous faites sur ce plan, Jeanneret? Est-ce que effectivement vous sollicitez les jeunes femmes à prendre des risques, à exprimer une ambition? Oui, mais au même titre que les hommes. C'est-à-dire, je ne cible pas particulièrement... Non, mais si les hommes le font d'eux-mêmes, c'est ce qu'on a cru comprendre à peu près, et que les femmes ont encore des hésitations, des réserves. Il y a quand même une petite chose à avoir en tête, c'est que dans les équipes de conseil, on a des populations très jeunes, souvent qui sortent d'école, la moyenne d'âge est assez jeune. Et donc, en réalité, les biais professionnels ou en tout cas les axes d'amélioration professionnelle peuvent être assez similaires chez les hommes et chez les femmes. Et les biais, ils vont s'illustrer autrement, mais pas forcément... ça va être des biais comportementaux, etc. Mais ils sont tous en apprentissage, en réalité, sur les axes professionnels. Un sujet que je voudrais qu'on aborde, c'est celui de la maternité, parce qu'on en a parlé beaucoup. Vous en avez parlé, Jeanne, vous en avez parlé, Badra. Vous n'en avez pas parlé, Bruno Laforge. Les femmes redoutent un creux dans leur carrière. Donc, c'est jamais le bon moment d'avoir un enfant, en tout cas pour le monde professionnel. Est-ce que ça reste aujourd'hui un obstacle mental pour les femmes? Elles se disent il faut que je réfléchisse. Jeanne Ray, est-ce que c'est un sujet, effectivement, c'est un nœud presque encore dans les évolutions de carrière féminine? Ah ouais, moi j'en suis
intimement convaincue. D'ailleurs, nous, on a une décroissance du nombre de femmes à partir des âges où traditionnellement on retrouve mariage, maternité, etc. C'est-à-dire qu'elles ne se projettent plus dans le rôle, la logique de performance, etc. Dès lors que la maternité entre en jeu. Et moi, à titre personnel, je suis convaincue que tant qu'il n'y a pas d'égalité sur les congés paternité-maternité, il n'y a pas d'égalité ni professionnelle ni personnelle, hein, d'ailleurs, puisque tous les biais à la maison s'installent aussi dès la naissance des enfants. Bruno Laforge, vous entendez ? Alors, j'entends à double titre. Alors, je ne vais pas me référer à des expériences passées où, effectivement, j'ai mis aussi en place un congé paternité, mais je pense qu'en fait, la question de la maternité, en fait, c'est s'assurer... déjà, c'est porter des félicitations sincères, parce que je pense qu'on oublie parfois de le faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut éviter toute forme de biais, et notamment de projection. Sur effectivement les empêchements, vous voulez dire, qui seraient liés à la maternité ? Potentiellement sur le retour et sur l'engagement. Et donc là, je pense qu'effectivement, il faut passer un peu outre cette haie et pouvoir avoir une discussion assez ouverte et franche pour envisager ensemble l'avenir avec un retour. Ça se prépare, je l'entendais il y a quelques minutes. Voilà, ça fait partie des événements de l'entreprise. Il y a des événements soudains, se casser une jambe, comme je l'entendais il y a quelques minutes, mais en l'occurrence, il y a des événements préparés. Et ça participe effectivement de cette élaboration de plans de retour pour favoriser le déploiement et le développement professionnel. Je voudrais juste nuancer un petit peu certains propos. Moi-même, je suis maman de 3 enfants. Oui. Donc, j'ai eu mon premier enfant il y a 17 ans. Effectivement, lors de ma première grossesse, j'ai pris un congé de maternité d'1 mois. Par crainte que... C'est relativement court, on est d'accord. Voilà, par crainte, en fait, que cette superbe opportunité qui s'était présentée à moi disparaisse. Le deuxième, j'ai pris mon congé maternité 3 mois. Et le dernier, donc la petite dernière, j'ai décidé de profiter un maximum de mon congé maternité et de me dire j'ai suffisamment d'assurance, d'expérience pour me dire que quoi qu'il arrive, les choses se présenteront telles qu'elles devront se présenter. Sans culpabilité. Sans culpabilité. Et j'ai pris donc un congé maternité de 7 mois, ce qui est le double de ce que le Maroc propose. Et au retour de mon congé maternité, j'ai eu une promotion. Donc pour vous dire en fait que les mentalités, 1, évoluent dans le temps, et de 2, effectivement, je vous rejoins par le fait que le retour de congé maternité se prépare et que dès lors, on est dans une organisation bienveillante qui effectivement se félicite de votre grossesse, tient à vous et reconnaît votre valeur, met en place le dispositif nécessaire. Et est-ce que vous avez mesuré, Bruno Laforge, dans vos expériences professionnelles diverses, la pression que ça pouvait représenter pour les femmes de dire « j'attends un bébé » ? Alors oui, enfin, j'ai pas d'exemple en tête pour la circonstance, mais il m'est arrivé effectivement dans le cadre de projets, dans le cadre de peut-être dans des fonctions où effectivement dans le domaine ressources humaines, on voit, y compris dans ses propres équipes, qui je le rappelle sont essentiellement aussi féminines la plupart du temps dans les ressources humaines, forcément on est confronté à ce type d'événements. Heureux, mais justement dans leur préparation. Donc finalement, on sent aussi finalement la crainte au regard du nombre de femmes qui composent l'organisation elle-même. Si elles sont nombreuses, finalement, ce sentiment d'acceptation est quasiment automatique. Et donc, c'est beaucoup plus simple. D'où l'importance de la mixité, on le répète encore une fois. Avant de conclure, parce que l'heure tourne, je voudrais un mot, effectivement, de fin, le message que vous souhaiteriez adresser, Badra Hamdaoua. Alors, je vais vous parler de 2 choses importantes, parce que j'en ai entendu parler à travers l'intervention de Valérie et également de Nina. Effectivement, en fait, quand des femmes s'entraident, ça crée une magie. Et cette magie fait en sorte qu'on arrive à déplacer des montagnes et à construire un monde nouveau. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, pour toutes les jeunes femmes ou les femmes qui nous écoutent, c'est surtout n'abandonnez pas vos rêves. Si vous avez des rêves, allez-y, mettez en place le dispositif nécessaire et surtout, dans le cadre de votre carrière professionnelle, intégrez une entreprise qui a des valeurs, une entreprise où il y a une véritable bienveillance, où l'égalité, la diversité est un élément important. Bruno Laforge, un mot de conclusion. Badra a dit l'essentiel. Je pense qu'effectivement, si l'organisation accompagne l'ensemble de ses collaborateurs et ses collaboratrices avec bienveillance, effectivement, tout est permis. Donc, peut-être 2-3 messages. Le premier, c'est la notion de rôle modèle, je pense, est importante, y compris féminin, parce qu'effectivement, ça permet de transposer un certain nombre d'exemples, de donner espoir, et plus qu'espoir, finalement confiance sur un certain nombre d'évolutions professionnelles. Je pense que l'exemplarité
cette fois-ci managériale au sens large, homme ou femme, est aussi importante pour promouvoir les carrières avec différents outils, que ce soit le mentoring, que ce soit des speed networking qui permettent de promouvoir un peu les talents dans l'organisation. Et puis le dernier point, et ça a été précisé, je crois, Valérie, précédemment, c'est il faut oser. Donc l'audace est toujours importante et il faut garder ça en ligne de mire en se disant que tout est possible au quotidien parce que effectivement c'est le bien fondé aussi des générations nouvelles, celles qui sont derrière nous, nos enfants finalement l'essentiel et qui nous poussent effectivement à penser les choses différemment. Jeanne Heuret, votre mot de conclusion, votre conseil, le message que vous souhaitez adresser. Moi, mon mot de conclusion, c'est que tout se joue de l'intérieur, au quotidien, dans les micro-actions, heure par heure, qui se passent dans les équipes, chez nos clients, en l'occurrence, etc. Et la ligne d'égalité, il faut la respecter en permanence comme un système de valeurs. Il ne faut rien laisser passer. Ça ne veut pas dire se mettre en colère dans chaque situation, mais rien laisser passer, mettre les gens face à leurs contradictions. Respecter cette ligne d'égalité et ne pas regarder que les biais inconscients féminins, mais regarder aussi les biais inconscients masculins pour les corriger également. Eh bien voilà, beaucoup de travail encore, en tout cas un petit peu, je pense. Donc merci beaucoup pour votre participation. Nous arrivons au terme de cette émission et ça passe extrêmement vite parce que le sujet, effectivement, on pourrait le développer pendant des heures. Vous aurez l'occasion de prolonger les échanges lors de nos événements en présentiel en région. Un QR code va s'afficher pour les détails sur votre écran. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Nous espérons que ces paroles vous ont inspiré, qu'elles vous ont donné confiance. Merci également à tous nos intervenants ce soir, à Nicolas Atlan, aux équipes techniques. Bonsoir à tous, bonne fin de journée.